Alors nous allons maintenant passer à la création de l'administration. Donc là on a créé le front, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est rendre notre système administrable. Donc pour créer la page d'administration, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce que l'on a fait. Donc on va dupliquer le index.php et on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler admin.php. Donc ce fichier, je l'ai déjà créé et pour l'instant, on va le laisser vide. Donc le principe va être de reproduire le index.php. Donc on va reproduire vraiment le même code. Donc on pourrait même créer un fichier pour inclure cette partie-là, mais pour l'instant on va garder le même code. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer le chargement des pages. Donc les pages, je chargeais directement dans le dossier page, et ensuite je chargeais la home, je chargeais catégorie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, plutôt que de charger directement dans ces dossiers-là, je vais charger dans un sous-dossier admin. Donc je vais rajouter admin pour les trois. Ce que je pourrais faire, c'est aussi rajouter admin pour le template. Mais on va utiliser le même template à la fois pour l'administration et pour le front. On ne va pas se compliquer la vie. Donc je vais changer la home page. Donc la home page, ce que je vais faire, c'est que je vais lister les différents articles sous forme de tableau. Donc on est parti. Donc je vais aller modifier le dossier page. Je vais aller ouvrir le dossier qui contient mes différents articles et je vais dupliquer. Quoique... non, même pas. On va repartir de rien. Comme ça, on va revoir les choses proprement. Donc, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler admin. À l'intérieur, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler post. Parce que je pourrais imaginer que j'ai une admin pour les catégories ou autre. Et dans ce dossier post, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler index.php. Donc, ça sera notre home page. Donc, dans la partie admin.php, je vais lui dire que lorsqu'on est sur la home, je charge page, admin, post, index. Donc index listera mes différents articles. Donc maintenant je vais aller me rendre sur la partie admin.php et je vois que je n'ai rien. Donc ici on va mettre un petit H1, ici mon admin. Le problème c'est que l'administration elle ne doit pas être accessible à tout le monde comme c'est le cas ici, sinon ça pose des gros problèmes en termes de sécurité. Donc on va devoir créer une petite classe et une base de données pour s'authentifier. Donc on va commencer d'abord par la base de données. Donc je vais aller créer une nouvelle table que je vais appeler users, qui stockera les utilisateurs. Dans cette table, je crée un premier champ qui est un entier en clé primaire et en auto-increment, ça ne change jamais. Et je vais créer deux champs. Un premier champ username, qui sera en varchar de 255 caractères, et je vais lui mettre comme valeur par défaut nul. De la même façon, je crée un autre champ password qui contiendra le mot de passe encodé de l'utilisateur. Donc je le laisse en 255 caractères, en varchar et en nul par défaut. Maintenant, je vais avoir besoin de créer la partie qui va empêcher les utilisateurs de se connecter à l'administration. Donc tout ce qui a attrait à l'authentification, on va le mettre dans une classe authentification. Donc cette classe auth, on va le mettre dans le core, parce que ce n'est pas spécifique à notre application. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler auth, qui contiendra toutes les classes liées à l'authentification. Pourquoi je crée un dossier? Parce qu'on peut imaginer que plus tard, on aura plusieurs classes pour s'occuper de l'authentification. Si par exemple je crée, on imagine un nouveau Facebook, je vais avoir besoin d'une API, j'aurai une authentification qui ne sera pas par login mot de passe. Donc on va créer plusieurs classes pour l'authentification. Donc je vais aller ici créer un nouveau fichier que je vais appeler database auth.php. Donc ça sera l'authentification par base de données. Donc on est parti. Classe. Donc d'ailleurs, on va le renommer, en fait, ça sera plus simple de l'appeler dbauth. Voilà, tout en majuscule. Donc la classe dbauth, elle extends de rien, et elle est dans le namespace, du coup, core, anti-slash, auth, anti-slash, auth, point virgule. Voilà, donc là, on a notre petite classe. Donc dans cette classe, on va avoir besoin de la connexion à la base de données. Donc comme on l'a vu, et on fait ça proprement, on utilise l'injection de dépendance. Public, function, underscore construct. Et dans le constructeur, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'une instance de database. Donc là, on va mettre MySQL. Donc là, on va mettre directement database. Et on charge le namespace tout en haut. Et on va mettre la variable, on va l'appeler db. Donc comme pour les tables, on va ensuite stocker ça comme variable. Donc private, $db. Et ensuite, on fait ici visDB égale db. Pour l'instant, on n'a besoin de rien d'autre au niveau du constructeur. Ensuite, on va créer une fonction login public function
login, qui permettra à un utilisateur avec un username et un password de se connecter. Donc cette fonction, on va la documenter. Donc le premier paramètre, ça sera username et password, il n'y a pas besoin de préciser. Et on va dire que ça return un booléen, donc ça return true. Ça return un booléen pour dire true si l'utilisateur peut se connecter, false sinon. Donc là, qu'est-ce que l'on va devoir faire? On va devoir se connecter à la base de données et récupérer donc l'utilisateur qui correspond à ce nom. Donc là, on est parti. Donc ici, on va stocker l'utilisateur. On va faire $user égale this db. On va faire une requête préparée, prépare. On va mettre notre requête. Donc c'est select everything from username, from users, where username égale point d'interrogation. On passe en second paramètre du coup un tableau contenant les paramètres. Donc moi dans mon cas ça sera username. Et en troisième paramètre on doit placer le nom de la classe à utiliser. Donc il me semble que dans ma partie MySQL database, alors on va vérifier, j'ai rajouté une condition où class name pouvait être nul. Ce que je vais faire c'est que je vais faire cette condition aussi dans les requêtes préparées. Voilà. Pour retourner seulement un objet dans certains cas. Donc au niveau de dbhot ici je vais mettre nul. Même, on va faire ça un petit peu plus propre, c'est que si jamais rien n'est précisé, au niveau carrément de MySQL database, on va dire que class name, par défaut, il est nul. Voilà. Ouais, quoique dans tous les cas, je vais quand même avoir besoin de mettre nul, vu que j'en veux qu'un seul, donc je suis obligé de préciser le second argument. Voilà, donc là, ici, je mets true, pour récupérer qu'un seul utilisateur. Et après, je fais un var dump de user. De la même façon, je vais aussi avoir besoin de savoir si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc pour savoir si l'utilisateur est connecté ou pas, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier dans la session si on a l'utilisateur. Donc on est parti, public function logged, qui prendra aucun paramètre. Et ce que fera cette fonction, c'est qu'elle verra si dans la session, donc on va mettre if iset $_session hot. Donc si ça c'est défini, dans ce cas-là, on return true. Donc d'ailleurs, on peut directement return iset de ça. Ça permettra d'aller un petit peu plus vite. Return, ouais là, même pas iset, on met directement $_session hot. Voilà, donc ça permettra d'aller un petit peu plus vite. Donc au niveau de l'admin, je vais vérifier si l'utilisateur est connecté. Donc je vais aller au niveau de mon admin.php et je vais avoir besoin de construire mon authentification. Donc là, on va se mettre à cet endroit-là. Et on est parti. Donc je fais var $hot égale new db hot. Donc je suis ici dans le namespace core et je dois lui passer la connexion. Donc pour avoir la connexion, c'est app ::get_instance et ensuite get db. Alors là, je peux utiliser les façades, c'est-à-dire que je pourrais me dire, je vais aller dans app créer une fonction qui s'appelle getHot. Ceci étant dit, hot, je ne vais en avoir besoin qu'à certains endroits, je ne vais pas en avoir besoin partout, donc je ne vais pas aller surcharger non plus ma classe pour rien. Et ici, je vais importer la classe tout en haut en mettant un use pour aller plus vite. Voilà, donc mon hot étant bien chargé, je vais vérifier si l'utilisateur est connecté. Donc if $hot logged. On va mettre un différent 2. Donc si l'utilisateur n'est pas connecté, dans ce cas-là, on fera un app. On va mettre forbidden. Voilà, donc là, le app n'existe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le créer un petit peu plus haut. Ce qui me permettra en plus d'alléger un petit peu mon code à cet endroit-là. Voilà. Hop, $app égale app ::get_instance. Donc j'actualise ma page et on me dit « Ah, je ne connais pas hot ». Donc ça veut dire que mon iset, j'en avais bel et bien besoin. Donc là, on va faire directement return iset de ça. J'actualise, on va me dire que la fonction forbidden n'existe pas. Du coup, je vais aller créer cette fonction. Donc on est parti, c'est dans la classe app, public, function, forbidden. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fera? Elle renverra le bon header. Donc on mettra un header http /1.0 403. Donc c'est la bonne en tête, forbidden. Et on va mettre un die, accès, interdit. De la même façon, on va en profiter pour créer l'autre fonction, public function not found. Cette fonction, elle renverra un header de type http
/1.0 404 not found. Et là, on fera un die page introuvable. On pourra faire plus tard des pages customisées et mettre des redirections. Mais en attendant, on ne va pas forcément se prendre la tête déjà sur les pages d'erreur. On va déjà essayer de faire fonctionner le site correctement. Donc si j'actualise la page, on me dit bien accès interdit. Donc il va falloir se connecter. Donc pour cela, dans index.php, je vais prévoir la page de login. Donc on va faire une page qui va s'appeler login. Donc au niveau de mon dossier page, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler users, qui va concerner tout ce qui a trait aux utilisateurs, et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler login.php. Et dedans, on va créer le formulaire. Donc pour créer la partie formulaire, ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce que l'on avait créé pendant le chapitre concernant l'APO, donc c'était les deux classes form et bootstrap form, et on va les mettre quelque part. Donc nous, on va les mettre dans le dossier core, tout simplement parce que ce sont des classes qui vont être réutilisées de projet en projet. Voilà, donc je copie ici ces deux classes. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le namespace. Alors, on avait mis tutoriel à ce moment-là pour mettre core à la place. Voilà, parce que ce sont maintenant des choses qui seront dans le core. L'avantage, c'est que vous voyez, quand les classes ne dépendent pas les unes des autres, on peut directement les importer. C'est beaucoup plus rapide. Et on va créer notre formulaire de connexion. Donc là, on est parti. Form. Donc la méthode, ça sera en post. On ne va pas préciser d'action pour que ça soit l'action en cours qui sera utilisée. Et on va avoir besoin d'initialiser notre formulaire. Donc ici, on va mettre $form égale new core, ou directement core HTML form. Sauf qu'on ne va pas utiliser form, mais bootstrap form, qui va nous permettre directement d'avoir une bonne mise en page. Et on lui passera en paramètre les données qui sont déjà postées. Donc par défaut, évidemment, ça sera vide. On va créer notre premier champ, donc c'est form, input, username. On va créer un nouveau champ qui permettra ensuite de rentrer le mot de passe, donc ce sera password. Et enfin, on finira par un bouton qui va permettre de soumettre le formulaire. Donc c'est button de classe qui aura la classe btn et btn-primary pour avoir un joli bouton bleu avec le Twitter Bootstrap, et on va mettre envoyer. Ici, pas besoin de créer de l'HTML pour générer ça, ça serait un petit peu de l'overkill. Et ma page login, pour la faire fonctionner, il va falloir que je modifie index.php, donc dans public, pour lui dire que lorsqu'on essaie d'accéder directement à un login, là on va pas faire un truc avec une notation en point, on fera directement le login, on ira charger la page qui correspond. Donc c'est dans page, /users/login. Et si j'actualise, j'ai bien mon formulaire. Donc je vais modifier un petit peu ma classe form, pour la bonne et simple raison que j'ai envie de changer le label. Par exemple, au niveau de ma fonction, donc c'était... dès que j'ouvre 3 fichiers, je ne suis pas habitué à travailler sur une si petite résolution. Donc on revient sur le login. Je vais préciser en second paramètre le label à utiliser. Donc là, on va mettre nom d'utilisateur, pseudo. Voilà. Et ensuite, mot de passe. Sauf que pour le mot de passe, on utilisera un champ de type password. Donc ici, j'actualise ma page. On me dit qu'il ne trouve pas la fonction password. Donc je vais aller devoir la créer. Je la crée d'abord dans form.php. Donc on va s'inspirer de l'input classique. Donc là, ça va être password. Et ça sera un input de type password. D'ailleurs, on se dit, bon ben là, c'est quasiment la même chose. Donc ce que l'on va faire, c'est que dans le input, on va faire l'input, en second paramètre le label, et en troisième paramètre des options. Comme par exemple la classe, les choses comme ça. Et ces options, par défaut, ça sera un tableau. Donc on va sauvegarder le type de mon champ. Donc on va mettre $type égale isEtOptions type. Donc si on passe le type en paramètre, ben dans ce cas-là, automatiquement, ça sera le type qui sera passé. Donc on mettra options type. Si en revanche on ne précise pas le type, on mettra par défaut texte. Du coup, j'ai même plus besoin de cette fonction password. Voilà, je l'ai créé, mais finalement, je n'en aurais même pas besoin. Et ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai modifié la signature de cette fonction-là, il faut aussi que je la modifie dans mon bootstrap form. Donc je modifie, hop, le paramètre. Donc ici, dans le label, on aura le label. Voilà. Et ensuite, on a le type. Donc on va reproduire un petit peu ce qu'on a fait ici. Boum. Voilà. Et là, on remplace par type. Et on va aussi le faire dans form.
Bon, après, on peut évidemment améliorer cette classe pour séparer un petit peu, parce qu'à force, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de code qui va se répéter. Mais là, je garde l'option la plus basique possible. Et je vais mettre à jour la documentation pour dire que ça prend un paramètre supplémentaire qui sont les options. Et je vais la mettre aussi à jour pour mon Bootstrap Form. Donc maintenant, si je reviens sur ma partie login, pour le mot de passe, je vais préciser en troisième paramètre que le type de mon formulaire, c'est password. Voilà, donc là, à vous de voir si vous voulez, soit vous créez une nouvelle méthode password, soit vous créez un tableau d'options qui permettent de mettre le mot de passe. C'est vraiment à vous de faire la classe telle que vous souhaitez l'avoir. Si j'actualise la page, je vois bien maintenant que j'ai mon pseudo et mon mot de passe. Donc je vais mettre des mots et des mots pour les deux. Du coup, en haut, il va falloir maintenant que je connecte mon utilisateur. Donc on va créer la variable, on va vérifier si les données ont été postées. Donc on va mettre if différent de empty $_post. Donc si j'ai des données qui sont postées, je vais initialiser mon composant d'authentification. Donc auth égale new dbauth. Et je lui passe en paramètre donc app://getInstance et ensuite getDB. Voilà. Et après, je fais auth login et je lui passe en paramètre donc, le nom d'utilisateur, username, et je lui passe en second paramètre le mot de passe, password. Donc c'est les deux champs que j'ai mis à cet endroit-là. Et là, on va mettre if. Donc si l'utilisateur se connecte, ça veut dire que cette fonction login renvoie true. Dans ce cas-là, je vais mettre die connecté. Sinon, je vais mettre die pas connecté. Donc si j'actualise les informations et que je resoumets, je vois que ça me renvoie false. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé d'utilisateur qui correspond à mon nom d'utilisateur. Donc au niveau du coup, je vais pouvoir maintenant ouvrir ma classe dbauth et vérifier un petit peu ma fonction et vérifier que le code fonctionne bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer au niveau de ma base de données un utilisateur qui va s'appeler démo. Donc je crée une nouvelle ligne et je l'appelle démo. Et le mot de passe, pour l'instant, on va le laisser vide. Voilà. Donc si je resoumets mes informations, cette fois-ci, vous voyez qu'il trouve un utilisateur avec un password vide. Donc le password, on va pour l'instant mettre... Donc le password, je vais... alors j'en ai besoin, donc ce que je vais faire, c'est que vite fait, je vais mettre un vardump de sha1 de démo. J'actualise. Voilà, ça me donne cette clé-là que je vais ensuite insérer au niveau du champ. Et maintenant, j'ai juste à vérifier que le password correspond. Donc on va mettre if user. Donc si j'ai un utilisateur, je vérifie que user password est égal au sha1 du mot de passe qui est passé en paramètre. Si c'est le cas, ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur n'est pas connecté. Sinon, je return false. Donc dans tous les cas, je peux returner false. Alors vous demandez peut-être pourquoi je ne fais pas directement un select où je lui demanderai à la fois le username et le password. Tout simplement, plus tard, si jamais on souhaite remplacer la méthode d'encryptage et ne pas utiliser SH1 mais par exemple bcrypt ou autre, et utiliser un autre champ pour tempérer le mot de passe, ça va être pratique de le faire après coup. Les mots de passe, on les vérifiera après coup avec une méthode de cryptage différente. Donc l'avantage, c'est qu'on a une requête unique et ensuite on peut changer la méthode de cryptage. Donc on pourrait imaginer des conditions ou une variable qui permettrait d'indiquer le type de cryptage que l'on souhaite utiliser. Donc là, le but de cette vidéo, ce n'est pas forcément de rentrer dans le détail de l'authentification, mais cette méthode-là, le fait de séparer la vérification du mot de passe, nous permettra vraiment de changer quand on le souhaite la méthode de cryptage des mots de passe. Donc maintenant, je réactualise et je vois qu'on me dit connecté. Ça veut dire que l'utilisateur est bien connecté. Donc le mot de passe correspond à ce qui avait été tapé. Donc dans notre cas, si ça fonctionne bien, on va rediriger l'utilisateur vers l'admin. Donc au niveau de login, on va mettre ici header location admin.php. Ensuite, au niveau de notre die pas connecté, on mettra juste un message d'erreur. Donc là, on mettra une div qui va avoir la classe alert danger et on va mettre identifiant incorrect. Si on préfère, on peut aussi définir une variable pour ensuite pouvoir mettre identifiant incorrect un peu plus bas. C'est à vous de voir, mais là ça me suffit largement.
Alors, au niveau de la DB hot, je vais quand même avoir besoin d'authentifier l'utilisateur, de le sauvegarder au niveau de la session. Donc ici, ce que je vais faire, c'est sauvegarder l'idée de l'utilisateur en session. Donc on va mettre if hot password égale sh1 de password. Dans ce cas-là, on fait $_session et on sauvegarde dans hot l'idée de l'utilisateur. Donc ça sera $user id. Et enfin, on return true. Sinon, on return false. Et dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de mettre de else parce qu'il retournera false dans tous les cas. Voilà. Donc j'essaie de me reconnecter avec les bons identifiants et je vois que ça me redirige sur admin. Je vais maintenant dans index.php, point d'interrogation p égale login. Je tape n'importe quoi comme démo et lol. Et je vois bien qu'il me dit identifiant incorrect. Voilà. Donc là, je suis connecté. Et si je vais sur l'admin, vous avez vu, je n'ai pas été redirigé. J'ai pu conserver ma session. Et dans la session, j'ai le login. Donc d'ailleurs, on va faire une fonction qui permettra de connaître l'idée de l'utilisateur. Donc là, on est parti. Public function. On va l'appeler getUserID. Et cette fonction, elle fera un return de $_session hot. Voilà. Donc le but, c'est juste d'avoir un truc un petit peu plus facile à utiliser. Par contre, il faut vérifier si ça existe. Donc on va rajouter une condition, if isSet session hot. Et là, on se dit, ah mais ça ressemble un peu à ce que tu as fait. Donc là, on va carrément utiliser cette fonction-là. Donc on est parti. If this logged. Si l'utilisateur est connecté, on return $_session hot, qui contiendra l'idée de l'utilisateur. Sinon, on return false. Ça veut dire qu'on demande l'idée d'utilisateur alors qu'il n'existe pas. Donc c'est un petit peu bête. Voilà. Donc là, on a créé le système d'authentification. Donc on va en profiter maintenant pour faire le listing des différents articles. Donc on est sur la page post, dans l'admin et index. Donc là, on va mettre h1 administrer les articles. Je vais faire une petite boucle, donc je vais récupérer les articles. Donc on va mettre tout le PHP en haut, et toujours, $post égale app, $getinstance. On récupère la table donc, qui s'appelle post, et on fait un all, on les récupère tous. On pourra imaginer plus tard se faire un système pour paginer. Et là, pour l'instant, on reste sur du classique, all qui récupère tous les articles. On sait qu'on n'en aura pas des tonnes. Ensuite, on fait un petit tableau. Donc on met la classe table, histoire d'avoir un joli style avec Tutor Bootstrap. Donc on va mettre un t-head, dedans on va mettre un tr avec plusieurs td. Donc le premier td, on va mettre le titre. Le second td, on va mettre les actions. Et on va mettre un td tout devant qui aura l'id. Voilà. Ensuite, je crée mon t-body. Et on va faire une petite boucle. Donc on est parti. For each $post as $post. Et and for each. Donc à l'intérieur, on fait un tr, un td, on affiche l'idée de l'article. Donc ici, c'est echo $post id. Ensuite, on affiche le titre de l'article, titre, et enfin, on affiche les actions. Donc les actions, ça sera plusieurs boutons. Donc pour l'instant, on va faire un bouton qui permettra d'éditer l'article. Donc on est parti, ça sera un lien qui aura la classe btn primary, pour qu'il soit bleu. Et le lien, ça sera point d'interrogation post.edit. Et l'idée, ça sera l'idée que je récupère avec post. Donc $post id. Et après, je vais mettre dans le lien éditer. Donc si j'actualise ma page, je vois bien que j'ai mon article avec l'édition. Et plus tard, on créera le bouton supprimer, mais vous allez voir qu'il va y avoir une petite subtilité au niveau du bouton supprimer pour éviter des problèmes de sécurité. Donc maintenant, lorsque je clique sur éditer, je vois que je suis redirigé toujours vers la page d'accueil. Alors ici, c'est point d'interrogation p égale post-edit. Voilà. Mais dans tous les cas, je vais être redirigé vers la page d'accueil parce que je n'ai pas prévu cette URL là. Donc on est parti. Hop, je reviens dans admin. Et je vais dire que si on va sur post.edit, on va dans la même URL. Hop là. Sauf que ça sera edit.php. Et on va créer maintenant notre formulaire d'édition. Donc on ouvre le dossier post. Je fais un nouveau fichier que j'appelle edit.php. Je vais partir sur login. Je vais reproduire un petit peu ce que j'avais écrit.
Voilà, donc on supprime toute la partie if. On crée un nouveau formulaire qui prendra en paramètre les données qui sont postées et on va créer un champ. Donc on aura un champ pour le titre. Ici ça va être titre de l'article. Qu'est-ce qu'on avait comme autre champ? Le contenu. Donc là ça sera contenu. Et ce type, ça sera de type TextArea. TextArea. Voilà. Et je crois que c'est tout. Hein. On va mettre un bouton sauvegarder. Sauvegarder. Donc si j'actualise ma page, je vois bien que j'ai le titre et le contenu. Par contre, le contenu, ce n'est pas un TextArea, donc je vais devoir modifier le Bootstrap Form. Donc pour l'instant, on va se contenter de modifier cette classe-là. Donc on voit que c'est un petit peu tout le bordel au niveau du code. Donc on va splitter un petit peu. Donc le label, ça sera ça. Hop. Voilà. Ensuite, l'input, ça sera ça. Hop, hop, hop. Donc l'input, on avait dit, c'est tout ça. On n'oublie pas les quotes à la fin. Et j'ai oublié les quotes au début. Voilà. Par contre, c'est un petit peu différent si jamais on a un TextArea. Donc on va mettre if type égale TextArea. Hop. On met un cas particulier. Et sinon, else. Alors là, je vois que mon IDE panique complètement et c'est pas très grave. Voilà, c'est à cause du code que j'avais écrit et que j'avais laissé ouvert. Donc si jamais on a un input, ben on crée juste ça. Si jamais c'est un TextArea, on duplique notre code. Sauf qu'ici, on met TextArea. On ne précise pas le type, on garde le name. On ne précise pas la value, mais on ferme directement la balise. On met la value et on réouvre la balise. TextArea. Et on n'oublie pas de mettre la classe FormControl pour que Twitter Bootstrap fasse son boulot. Voilà, et lorsque je génère le code, je mets le label suivi de l'input. Voilà, faut pas hésiter de temps en temps à décomposer le code hein, pour mieux pour le rendre un petit peu plus clair. Et là, vous voyez que du coup, on s'y retrouve beaucoup mieux. Si j'actualise la page, j'ai maintenant mon contenu et mon article. Donc ce que je vais faire pour que les champs se remplissent automatiquement, c'est transférer dans Bootstrap Form, dans mon formulaire, non pas les variables qui auraient été postées précédemment, mais directement mon article. Donc j'ai besoin de récupérer mon article. Donc, pour cela, je fais $post égale. Donc ici, c'est app::getInstance. Ensuite, on récupère la table. Donc c'est post. Et enfin, on récupère notre article. Donc c'est find en se basant sur l'ID qui serait passé en paramètre. Donc ça fait une requête préparée et tout ça et tout ça. Et ensuite, je l'envoie donc à mon petit formulaire. Si j'actualise, vous voyez que ça me sort une erreur. Il n'arrive pas à accéder à mon entité sous forme de tableau. En effet, si on regarde un petit peu notre form, donc c'était form.php, lorsqu'on essayait de récupérer la valeur, on faisait getValue. Du coup, on va regarder cette fonction getValue et on faisait visData. Donc data, c'était le truc qui était passé en paramètre et on récupérait ça sous forme de tableau. Le problème, c'est que visData ici, ce n'est pas un tableau dans mon cas, c'est une entité, c'est une classe. Donc on va devoir rajouter une condition. Donc on va mettre if is_object, donc la variable c'est visData. Dans ce cas-là, on fera un return de visData $index. Sinon, on return le système traditionnel, donc c'est sous forme de tableau. Donc on n'a même pas besoin de faire le else, on return dans tous les autres cas. Voilà. Donc si maintenant je réactualise ma page, je vois que ça fonctionne. Donc vous voyez que l'avantage d'avoir séparé avec des fonctions et des méthodes, il suffit de changer des petits blocs pour permettre de rendre notre classe de plus en plus compatible. Donc maintenant, lorsque je sauvegarde les informations, il va falloir que je sauvegarde mon article. Donc au niveau de ma page edit, je vais mettre une condition. On va mettre if différent de empty $_post. Donc si des données ont été passées en paramètre, je vais les sauvegarder. Donc là, est-ce que je vais plutôt mettre ça dans l'entité ou plutôt dans la table? Donc je vais plutôt utiliser les tables. Pourquoi? Les entités, ça représente un élément. Et les entités n'interagissent pas avec la base de données. Ce qui permet d'interagir avec la base de données, c'est les tables. Donc ici, on va faire. Donc on a besoin d'initialiser la table. Donc on la récupère en faisant toujours la même chose. D'ailleurs, vous voyez que je vais en avoir besoin là et là. Donc là, c'est le moment. On va faire $table, ou post table, égale ça. Comme ça, après, j'ai juste à l'utiliser un petit peu partout. Donc on fera post table, update,
On précise l'idée de l'article à mettre à jour. Donc ici, ça sera get ID. Et ensuite, on précise les paramètres. Donc on aura le titre que l'on voudra changer pour le titre qui est posté. Et on aura aussi le contenu qui sera le contenu qui a été demandé. Donc là, je réorganise un petit peu mon code. Et maintenant, on a besoin de faire cette fonction update. Si j'essaie d'actualiser ma page lorsque je sauvegarde, il va me dire évidemment qu'il ne la connaît pas. Donc la fonction update, elle concerne toutes les tables. Donc on ne modifiera pas directement la classe table, post table, mais directement la classe parente. Donc on va prendre la fonction find. Et ici, hop, on va faire directement un update qui prendra en paramètre l'id. Et ensuite, les champs à modifier, fields. Donc la requête, ça sera update. On précise le nom de la table. Ensuite, on rajoutera la condition. Et ici, on fait set. Et là, on est embêté parce qu'on va devoir faire set le field égale la valeur. Le field, la valeur. Donc, on va devoir un petit peu modifier pour construire notre requête. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un die SQL. Et on va créer notre requête. Globalement, il faut parcourir nos différents champs. On ne va pas vraiment avoir le choix. Donc, on va composer les différents morceaux, clés, valeurs. Donc là, on est parti. On va l'appeler ça SQL underscore parts. C'est pas idéal, hein, mais bon, ça va le faire. C'est un tableau vide. On parcourt nos différents champs. Donc for each fields as $k, $v. Donc $k, ça sera le nom du champ, $v, la valeur. La valeur, on ne l'injectera pas. C'est très mauvais et très dangereux. Ce que l'on va faire, c'est faire une requête préparée. Donc ici, on prend nos différentes parts et on va rajouter. Donc c'est d'abord la clé égale un point d'interrogation. Donc c'est comme ceci. Et ensuite, je fais un var dump de SQL parts, histoire de vous montrer vers où je veux en venir. Le problème, c'est toujours ça, quand je fais une vidéo, moi je sais déjà vers où je vais aller, donc c'est assez dur de vous communiquer ça. Mais vous voyez ce que ça donne, titre égale point d'interrogation, contenu égale point d'interrogation. Du coup, il ne me reste plus qu'à rejoindre ces parties-là en faisant un implode par virgule. Et si je redébug ça, hop, vous voyez que j'obtiens pile poil ce que j'ai besoin de faire. De la même façon, je vais créer un nouveau tableau que j'ai appelé Attributes, qui sera un tableau de base. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais dire que les attributes, à chaque fois, je l'incrémente de la valeur. Et à la fin, je rajoute en dernier attribut l'id. Donc là, au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai le petit morceau que je vais devoir remplacer à cet endroit-là. Et j'ai dans les attributs tous les éléments qui vont correspondre au point d'interrogation. Si j'actualise ma page, hop, vous voyez que dans le premier point d'interrogation, j'aurai ça, dans le deuxième point d'interrogation, j'aurai ça, et dans le troisième point d'interrogation, j'aurai l'id. Donc le troisième point d'interrogation, c'est toujours le dernier truc. Voilà pourquoi je l'ai fait dans cet ordre-là. Donc là, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler SQL part, avec sans S ce coup-ci, qui sera la petite partie. Alors, vous dites peut-être, oula, là, quand même, c'est un petit peu dangereux ce que tu fais. C'est-à-dire que là, tu vas mettre une chaîne de caractères. Mais cette chaîne de caractères, elle est validée. C'est-à-dire que je sais à 100%, lorsque je vais utiliser ma classe, que les clés de mon tableau, ça ne sera pas un truc qui sera généré dynamiquement. Il faut vraiment faire attention à ça. Là, le SQL part, c'est quelque chose que moi j'ai rentré. Je sais comment je l'ai passé en paramètres. Donc je sais qu'il n'y a aucun risque qu'il y ait des injections ou autre. Voilà, donc après, il faut faire aussi attention à ce que vous injectez. Never trust a user. Et j'envoie en second paramètre les attributs. Donc ici, ça va faire un this query. Query, c'est cette fonction-là, hop, qui prépare la requête, qui ensuite fait appel à la base de données en préparant ou en faisant un query. Donc si on regarde un petit peu ces méthodes-là, elles sont dans MySQL Database. Donc query, hop, ça fait ensuite un fetch all si on a demandé, et ça fait ensuite un fetch all même en préparé. Le problème, c'est que dans certains cas, et notamment lorsque l'on fait des updates ou des deletes ou autres, on ne va pas avoir besoin de récupérer les enregistrements. Donc, ce que l'on va faire, c'est que au niveau de la fonction prépare, on va stocker ici le résultat du execute. Donc on va l'appeler res égale rec execute. Et on va mettre une condition en disant if. Donc on va prendre notre statement. Donc c'est la requête SQL. Et on va regarder le premier mot. Donc on fait string post. Donc ça permet de connaître la position d'une chaîne de caractères au milieu d'une autre chaîne de caractères. Si dans statement, on trouve le mot update en première position,
Donc c'était égal à 0. Donc là, le 3 égal est très important. Parce que si ça ne trouve pas, ça vous renverra un false. Et si vous faites un double égal 0, false égale 0, ça donne un trou. Donc si jamais c'est en première position, ou si jamais on a un insert, ou on a un delete, dans ce cas-là, on retourne directement press. Ça sert à rien d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire un fetch all, on n'a rien à récupérer, on a directement envoyé les informations. Donc ça va être la même chose à cet endroit-là. Voilà, si jamais on a juste une query à faire, hop, on va mettre les mêmes conditions ici. Donc là, on renverra carrément rec. Voilà, c'était un petit truc, mais c'est pour prévoir le cas avant même de le faire. Donc dans la partie edit, j'ai dit que je sauvegardais l'enregistrement avec l'id 1 et je lui passe en paramètre les attributs. Voilà, donc ça me paraît plutôt correct. Juste ici, hop, je passe l'id et j'ai dû supprimer la ligne par erreur. Donc dans Attributes, on avait dit qu'on rajoutait l'id à la fin. Voilà. Ok. Donc je pense qu'on est parti. On va faire un petit essai. Donc je resoumets les informations. Et là, je n'ai pas d'erreur. Donc déjà, c'est un bon signe. Donc on va essayer de voir ce qui sort au niveau de cet edit. Là, on va appeler ça résultat. Result. Égal. Et on va faire un var dump de result. Voilà, donc on va resoumettre les informations. On va essayer de mettre un gros texte ici. Je clique sur sauvegarder et ça me renvoie true. Donc ça veut dire que la sauvegarde s'effectue bien. Donc là, on peut même mettre, une petite alerte quoi, pour dire si jamais c'est bien passé, on va mettre la sauvegarde c'est bien effectué. Donc là, on va rajouter une condition if result. Dans ce cas-là, hop, on fait comme tout à l'heure. En plein milieu du code, une petite div qui aura la classe alerte. div.alert.alert-success. L'article a bien été supprimé, l'article a bien été ajouté. Continuez. Voilà, donc ça fonctionne bien. Imaginons j'ai envie de créer un champ qui liste les catégories pour changer mon article de catégorie. Si je reviens à l'accueil, bon déjà on voit que le titre est méga long, c'est dégueulasse, mais voilà. Si on va à l'accueil, mon article, il a la catégorie piscine. J'ai envie de le changer pour longboard. Donc là, je suis un petit peu embêté. Parce que d'une part, je n'ai pas de moyen de faire de select. Donc je vais devoir créer une nouvelle fonction pour le faire. Et il faut récupérer les catégories. Donc on est parti. D'abord, on faut récupérer les catégories. Donc on va faire $catégorie égale $. Alors, voilà, c'est app ::getInstance. On récupère la table catégorie. Et sur la table catégorie, on va récupérer les enregistrements. Donc là, on va pour l'instant faire un all. Ensuite, lorsque je veux créer mon champ, là, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler select, qui permet de générer un select, qui prend en premier paramètre donc le champ. Ici, ça sera catégorie _id. En second paramètre, le label catégorie. Et en troisième paramètre, la liste des options à envoyer. Donc, par exemple, ici, ça sera les catégories que j'aurai récupérées tout en haut. Je sauvegarde. Et juste avant, hop, c'est catégorie avec un Y. Si j'actualise, il va planter parce qu'il va me dire que le select, il ne le connaît pas, ça n'existe pas. Donc pour l'instant, on va le créer dans Bootstrap Form, mais évidemment, il faudrait faire la même chose dans Form. Donc on est parti. Public, function, select, qui prend en premier paramètre le name, en second paramètre le label, et en dernier paramètre les options. Où là, on va appeler les... Ouais, ben c'est options. C'est pas idéal parce qu'on pourra la confondre avec l'autre. Et par défaut, ces options seront vides. Quoique non, on est obligé d'avoir des options, sinon un select vide, ça sert un petit peu à rien. Donc on précise le label. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, là on pourrait se créer une fonction getLabel du coup. Mais pour l'instant, on ne se répète pas suffisamment pour le justifier. Ensuite, on va créer le champ. Donc input égale. Donc ça va être un select qui aura la classe form-control et qui aura le name que l'on passe en paramètre de la fonction. Et on ferme ce select. Ensuite, je continue à modifier ma variable input pour fermer la balise select. Donc là, au niveau de mon select, au niveau du name, je vais mettre le name qui est passé en paramètre. Le problème, c'est que j'ai besoin de récupérer les options. Pour récupérer les options, il me faudrait faire un petit for each. Et là, j'ai envoyé directement le tableau d'entité catégorie. Je préfère faire quelque chose de relativement générique parce que si j'ai envie de déclarer les options d'une autre façon, ben ça peut être un petit peu handicapant d'avoir ce tableau directement qui est passé en paramètre.
Si je vous donne un exemple, dans ma fonction edit, je pourrais avoir envie de faire la catégorie 1 qui correspondrait à test, la catégorie 2 qui commencerait à test 2, et ainsi de suite. Donc l'idée, ce serait d'avoir un tableau associatif qui contiendrait en clé la clé à mettre et en valeur la valeur à mettre. Donc pour l'instant, on va laisser catégorie et on va faire comme si on avait ce fameux tableau. Donc dans Bootstrap Form, on a juste à faire un for each pour chacune des options qui sont passées en paramètres, as $k$v. Dans ce cas-là, je prends mon input, je lui rajoute la chaîne de caractères option, je lui rajoute ensuite la value. Donc la value, c'est la valeur que ça prendra si je sélectionnais cet élément-là. D'ailleurs, là, on va mettre tout entre double quotes pour aller un petit peu plus vite. Donc ça fait option value égale $k. Et la valeur, donc c'est ce qui est affiché, ce sera $v. Voilà. Donc si je fais ça et que j'actualise, il va me dire non, je pète un câble, ça marche pas. Bon, là il me chie une pendule parce que j'ai écrit select et j'ai oublié le C. Select. Voilà, select, ça marchera beaucoup mieux. Mais il va péter un câble tout simplement parce que j'essaie encore une fois de taffer sur l'entité comme si c'était un objet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction directement dans les tables qui permet de récupérer plutôt une liste. Donc on est parti. Hop, on améliore comme ça au fur et à mesure. Donc ça va être une fonction list qui prendra en premier paramètre la clé. Donc on va appeler key. Et en second paramètre la valeur à extraire des enregistrements que je vais récupérer. Alors vous voyez que list, il me chie une petite pendule. C'est tout simplement dû au fait que list c'est un mot-clé de PHP. Ou en tout cas c'est une fonction qui est censée être inclue dans PHP, donc ça marche pas. On va plutôt l'appeler extract. Alors là je suis moyen convaincu, list ça m'aurait vraiment plu comme nom, mais bon, on va l'appeler extract. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer tous les enregistrements. Donc on va appeler records égale this all. Et pour tous les enregistrements, ça créera un tableau. Donc for each key, for each records as $k$v. On va préparer le tableau de sortie qu'on va appeler return. Donc return égale un tableau vide. Et en fait, pour chaque enregistrement, on fait return en clé, on va mettre $v de la clé à extraire. Et ensuite, on fera un $v de la value à extraire. Voilà. Et enfin, on return. Et là, au passage, on voit que le cas, on n'en a pas besoin. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué. Vous allez voir comment on va l'utiliser. Ça va être très simple. Au niveau de mon edit.php, je vais lui dire que pour les catégories, je veux que tu extrais $k. Je veux que tu extrais d'un côté l'id en clé et en valeur, je veux que tu me sortes les titres. Idéalement, ce que je préfère faire, c'est tout ce qui est trait à la gestion des tableaux et la réorganisation des objets et tout ça. Je préfère le faire dans une classe séparée. Si ça vous intéresse de mieux organiser ça, une fois que vous avez fini évidemment cette formation concernant la programmation orientée objet, vous pouvez chercher sur le site un tutoriel sur la manipulation des tableaux en programmation orientée objet. Ça vous apprendra comment vous créer une classe permettant de gérer les collections de valeurs. Voilà. Mais nous, dans notre cas, ça va fonctionner. Et pour l'instant, je n'ai rien. C'est normal, au niveau de mon Bootstrap Form, je n'ai pas encore géré l'affichage. Donc l'affichage, ça va être un petit peu comme ce que j'ai fait tout en haut. Un surround, le label suivi de l'input. Si j'actualise la page, je vois maintenant que j'ai piscine et longboard. Je vais sélectionner longboard et je clique sur sauvegarder. Sauf qu'il va falloir maintenant gérer l'enregistrement. Donc tout en haut, dans Edit, je vais lui dire qu'on enregistre aussi le catégorie ID. Catégorie _ ID. Et là, c'est catégorie ID. Je mets une petite virgule et je retente une sauvegarde. Je sélectionne longboard et je sauvegarde. Il me dit qu'il ne trouve pas le champ avec catégorie ID. Alors j'ai dû faire une petite erreur dans mon Bootstrap Form. Si je regarde au niveau du mot select, ici, au niveau du name, ouais, j'ai oublié de mettre un quote au début. Ouais, non, là, ça devrait fonctionner. Donc je reclique sur, je réactualise la page en fait, voilà. Et je vais choisir longboard. Je clique sur sauvegarder. L'article a bien été sauvegardé. Et si j'actualise, c'est bien dans le longboard. Par contre, lorsque je charge ma page, je vois que le champ ne se sélectionne pas correctement. Donc là, je vais devoir rajouter une condition. On va l'appeler attribute. Attributes. Par défaut, c'est une chaîne de caractères vide. Et on va dire que si l'option, donc c'est $k, correspond à la valeur, donc la valeur c'est thisGetValue de name. Dans ce cas-là, dans les attributs,
je rajoute selected. Voilà. Et après, il me suffit ici de lui dire, bon ben rajoute en plus les attributs. Voilà. Donc si maintenant je réactualise ma page, il me sort une petite erreur, il me dit call to undefined method category ID. Pourquoi? Parce que dans mon entité, je n'ai pas category ID. Parce que j'avais fait j'ai eu la mauvaise idée, hop, dans mon post table, de modifier le find et de lui dire, hop, de ne plus sélectionner category ID. Donc là, je vais le rajouter, article.category.id. D'ailleurs, c'est plus malin de faire un find with category, donc on va faire un find with category. Voilà, comme ça évitera d'écraser la fonction comme on a pu le faire. Donc si j'actualise la page, vous voyez que maintenant, ça affiche bien le longboard. Donc on a géré la mise à jour d'un article. Et j'aurai un petit bug côté front, parce qu'il va me dire que catégorie ne le connaîtra pas. Donc du coup, il faudra modifier côté front. C'était sur la page show.php. Là où on faisait juste un find, on mettra un find with category. Ce qui permettra d'avoir en plus la catégorie et de défaire le bug que l'on vient d'introduire. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est créer sur la partie administration, donc on revient sur admin.php, un petit bouton pour ajouter un article. Donc là, on va le créer en dessous de notre tableau, ou au-dessus du tableau, ou partout où vous voulez. Donc là, on est parti, c'était dans admin/index.php. Donc dans cette page-là, on va le mettre au-dessus de l'article, on va créer un petit paragraphe avec un petit lien qui va pointer vers p égale post.add. Moi, ça me paraît pas mal, et qui n'aura rien et qui s'appellera ajouter. Et on va mettre la classe btn success pour que le bouton soit vert. btn-success. Hop, je réactualise ma page, je clique sur ajouter et je suis ici sur la page post.add. Donc cette page n'existe pas. Donc dans admin.php, je vais prévoir le cas. Hop. Donc lorsqu'on est sur post.add, je charge la page add.php. Cette page n'existe pas, donc je crée le fichier qui correspond. Et dans ce fichier, je vais dupliquer ce que j'ai pour add, pour edit. Donc ça sera le même formulaire, donc qui aura les catégories, donc pas de problème. Sauf que au niveau de notre formulaire, on n'enverra pas l'article, voilà, mais on enverra tout simplement un tableau vide, ou les données qui auraient été précédemment postées. Lorsque les informations sont postées, on ne fera pas un update, mais on fera plutôt un create pour créer un nouvel enregistrement. Cette fonction create n'existe pas, donc on va aller prendre notre table.php, on va prendre notre fonction update et la dupliquer. Donc elle passe en rouge parce qu'elle existe déjà, et on va l'appeler create. Elle prendra un seul paramètre qui sont les champs à créer. Ça fera exactement la même chose, sauf que ça sera un insert. Into, le nom de la table, les différents champs à définir, et on supprime le where. Du coup, on doit supprimer cette partie-là. Voilà, donc on va faire un petit essai. Normalement, il n'y a rien d'autre à changer, tout me semble correct. Donc je vais actualiser ma page d'ajout. Je crée un titre pour l'article. Je crée un contenu pour l'article. Et je choisis la catégorie. On va mettre ici piscine. Je clique sur sauvegarder. On me dit, l'article a bien été ajouté. Le problème, c'est que si je sauvegarde encore une fois, je vais rajouter un nouvel article. Et au fur et à mesure, si je reviens sur l'accueil, vous allez voir que je vais rajouter des articles, ce qui n'est pas idéal. Il faudrait, lorsque la sauvegarde s'effectue correctement, que je puisse récupérer l'idée de l'article et rediriger vers la page de l'édition. Donc pour cela, je vais avoir besoin de récupérer au niveau de ma base de données le dernier enregistrement qui aurait été fait. Donc je vais aller modifier mysqldatabase.php et créer une fonction qui permet de récupérer le dernier ID. Donc c'est une fonction qui est directement dans PDO. Donc on est parti, public function last insert ID. Cette fonction, elle fait return this. Donc on a besoin de PDO. Donc on fait get PDO et la fonction c'est last insert ID. Donc ça nous retourne l'idée du dernier enregistrement qui aurait été affecté par PDO. Donc au niveau de notre système, à cet endroit-là, je vais avoir besoin de récupérer la connexion et de récupérer l'idée. Donc là, je fais tout simplement app. Donc si jamais il y a un résultat, donc l'enregistrement c'est bien fait, je vais rediriger vers la page d'édition. App, get instance, ensuite get db, et je récupère le dernière insertion, last insert id. Et on va faire un header location, admin.php, point d'interrogation p égale post.edit,
et l'id égale l'id que je suis en train de récupérer. Donc après on pourrait améliorer ça, mais là ça me semble plutôt correct d'aller taper directement dans la base de données pour pouvoir récupérer l'insertion du dernier ID qui aurait pu être fait. Et ça devrait suffire. Donc là je clique sur sauvegarder et vous voyez que ça me redirige vers l'article numéro 11. Si j'actualise ma page, c'est bien l'article numéro 11 qui a été créé, qui est bien dans piscine et qui a la bonne catégorie. Je vais créer un nouvel article, donc je vais retourner sur admin.php. Je vais aller ajouter un nouvel article et on va mettre ma super longboard. Je vais mettre un contenu bidon et je vais le mettre dans la catégorie longboard. Je clique sur sauvegarder. Je suis bien redirigé vers l'ID 13. Bon, de tous les cas, ça serait plus logique de rediriger ailleurs, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut récupérer facilement l'ID de l'article qui a été inséré. Et là, je vois bien que j'ai ma super longboard qui est en longboard. Voilà, donc on a le système qui fonctionne bien. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est la suppression. Comment on supprime du coup un article. Donc je vais revenir dans admin.php et on va créer le petit bouton de suppression. Alors pour le bouton de suppression, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, mais au niveau de mon listing, donc c'est au niveau de index.php, je vais créer un lien vers la page delete et qui prendra en paramètre l'idée de l'article. Le problème, c'est que si quelqu'un discrètement vous envoie cette URL là, il peut vous l'envoyer de plein de manières. Il peut par exemple vous faire afficher une image qui serait cette URL là. Du coup, ça déclencherait chez vous, dans votre back-office, la suppression, parce que vous êtes connecté à votre back-office. Donc pour limiter ce problème-là, la meilleure solution, c'est d'utiliser des tokens CSRF, des tokens de sécurité. Le problème, c'est que ça sort du cadre de ce tutoriel-là et c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Donc ce que l'on va faire pour déjà mitiger cette attaque-là, c'est utiliser un mini formulaire. Donc là, on va créer un form qui aura comme action, donc point d'interrogation P égale post.delete. Voilà. Et qui passera en paramètre un champ de type hidden, donc un champ caché, hidden, qui aura comme name ID et qui aura comme valeur l'idée de l'article à supprimer. Donc ici c'est post ID. Voilà, donc là on a créé notre champ et ensuite, plutôt que de faire un simple lien, on va créer un bouton de type submit. Voilà, et on le ferme en fermant le button. Et là, ça sera non pas édité, mais supprimé. Et histoire que l'utilisateur sache qu'il y a un danger, qu'il ne faut pas cliquer là par erreur, on met un btn-danger. Si j'actualise, vous voyez que les deux boutons passent l'un sous l'autre. Alors c'est tout simplement dû au fait que les formes sont en display inline block ou block, je ne sais plus. Donc là, on va mettre un display inline. Alors, voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner. Ça veut dire que les deux boutons vont se placer l'un à côté de l'autre. Donc là, vous voyez qu'on a quelque chose qui ressemble à un bouton, mais en fait, on a un formulaire. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je vais pouvoir préciser que le formulaire est en méthode post. Il sera posté. L'avantage, c'est que par défaut, les serveurs empêchent ce qu'on appelle le cross-scripting. C'est-à-dire qu'on autorisera les serveurs à s'appeler en post de différentes manières. Donc là, vous allez au moins être protégé contre quelqu'un qui mettrait juste une image, parce que ça appellera votre image en get, et du coup, ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant, je clique sur supprimer. Vous voyez que ça pointe bien vers post.delete. Donc là, on va devoir, pareil, rajouter une condition. Si jamais on veut afficher post.delete, hop, on affiche le fichier delete.php. Donc on va aller créer ce fichier-là. Donc on est parti. Hop, je crée le fichier delete.php dans admin/post. Et là, on ne va pas avoir de code HTML, on va avoir que du code qui correspond à notre système. Donc là, on va dupliquer ce que l'on avait fait pour edit. Voilà. Et on va demander tout simplement de faire un delete en lui passant en paramètre juste l'ID. Si jamais ça marche bien, on va rediriger vers le listing header location index.php. Et je vous dis n'importe quoi, c'est admin.php. Voilà. Et après, on n'a rien d'autre. On n'a pas besoin d'afficher quoi que ce soit. On fait juste de la suppression. À la limite, si jamais on a une erreur, on peut le préciser. Mais on sait que lors de la suppression, on ne peut pas vraiment avoir d'erreur particulière. Donc là, on va mettre directement un header location. Cette fonction delete n'existe pas, mais je vais tout simplement la créer au niveau de mes tables. Donc là, hop, je prends toutes mes tables, je remplace le update, je crée un delete, hop, qui prendra en paramètre l'ID, et qui fera, donc là il n'y a pas besoin de toute la partie chiante ici, qui fera directement un delete from le nom de la table,
Et ensuite, on mettra where id égale l'id qui est passé en paramètre. Vous voyez qu'on gagne quand même beaucoup de temps maintenant, hein. Notre code va commencer à être bien organisé. Donc je vais revenir en arrière. Et au niveau de ma page delete, je ne récupère pas un get, c'est trop dangereux, je récupère directement les données postées. Voilà, comme ça me permettra d'éviter que quelqu'un supprime à ma place. Et on va supprimer cet article-là et celui-là. Et vous voyez que ça fonctionne correctement. Donc là, on a créé en moins d'une heure un petit CRUD qui permet de gérer mes différents articles. Donc après, on peut faire ça très rapidement pour les catégories. Il suffit de dupliquer le code, hein, vraiment, en remplaçant à chaque fois, à chaque fois qu'on a fait post par catégorie. Et ça va aller très très vite. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de marquer une pause. Je vous laisse essayer de le faire. Donc l'idée, c'est de créer une administration pour les catégories. Et ensuite, on va corriger ça ensemble. Voilà, donc je suppose que vous avez attendu, hein, sinon vous êtes des sales tricheurs et c'est pas bien. Et on va le faire. Donc je vais prendre déjà toutes les pages de post et je vais les dupliquer dans un dossier catégories. Ensuite, je vais aller dans ma partie admin.php et dupliquer tout ça. Hop. Rajouter ici un elsif. Et là, ça sera categories.index. Là, ça sera categories.edit, categories.add, categories.delete. Et là, je charge categories. Donc vous voyez qu'au passage, on répète souvent les routes. Ça, on pourra se créer plus tard une classe pour gérer ça plus rapidement, évidemment. Donc je sauvegarde, et maintenant, je vais aller me rendre sur mon listing de catégories. Donc c'est admin.php, p égale categories.index. Si j'actualise, je tombe sur l'administration des articles. C'est normal, il faut maintenant que je modifie le code HTML. Donc c'est dans index, on va mettre administrer les catégories. Lorsque je veux ajouter, ça sera pour ajouter une catégorie. Ce que je veux lister, ce n'est pas des articles, mais bien des catégories. Donc là, je tape la table catégorie. Je peux même laisser post si j'ai pas envie de me prendre la tête, mais c'est le meilleur moyen de se foutre, de plus savoir où on en est. Et là, je mets catégorie et catégorie au singulier. Je récupère l'id, je récupère le titre, je récupère l'id ici et l'id ici. D'ailleurs, ici, je n'ai plus besoin du href. Hein. Voilà, et au niveau de getTable, je ne sais pas, à chaque fois je fais l'erreur, voilà, c'est catégorie au singulier. Si j'actualise, j'ai maintenant l'administration des catégories. Je clique pour éditer piscine, et je vois que le lien n'est pas bon. Donc là, je vais aller modifier post par catégories. Je vais modifier post par catégories. Voilà, donc je réactualise un coup, et je clique sur éditer. Je suis bien sur categories.edit. Je vais modifier ce fichier-là. Donc ici, je récupérais la table. Donc là, on va plutôt l'appeler table directement. Donc c'est la table catégorie. Résulte, donc là je fais une table, je fais un update, j'update le titre, et c'est tout. Je n'ai rien besoin d'updater en plus. Si j'ai un résultat, je vais mettre la catégorie a bien été modifiée. A bien été modifié. Ouais. Bon, là j'avais mis ajouter, c'est pas idéal, mais c'était bien modifié. Ensuite, je récupère ma catégorie, donc là c'est catégorie, en faisant catégorie égale table find. Je n'ai pas besoin de récupérer la liste des catégories. Et enfin, j'injecte ça dans mon formulaire. Je n'ai pas besoin de mon select, je n'ai pas besoin de mon text area. Et là, ça sera titre de la catégorie. Hop, j'actualise ma page et je vois que ça me met piscine. Donc là, on va mettre water polo. Pour rester sur la thématique de la piscine. Je clique sur sauvegarder et ça me dit la catégorie a bien été modifiée. Je vais retourner au listing de mes catégories et j'ai bien water polo. Ça fonctionne bien. Je vais cliquer sur ajouter une catégorie pour ajouter maintenant une nouvelle catégorie. Donc je modifie la fonction add. Donc la fonction add, ça va être la même chose. Je vais prendre table. Ici, je fais un create, sauf que je ne create qu'à partir du titre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et le header location, ça sera non pas post.edit, mais ça sera directement categories.edit. Sauf que là, on va carrément rediriger vers categories.index. Ça ne sert à rien de rediriger vers la page d'édition, parce que quelqu'un vient d'ajouter quelque chose, on suppose que c'était bien ce qu'il voulait faire. On n'a pas besoin du listing des catégories, et ça te suffit. Maintenant, j'ai juste à modifier mon formulaire. Donc, j'actualise ma page, je crée une nouvelle catégorie, LOL. Je clique sur sauvegarder, et je vois que ça n'a pas fonctionné. Ici, effectivement, c'est catégorie, et non pas la table post. Donc, je clique sur sauvegarder, et je vois bien que j'ai ma nouvelle catégorie. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est la fonction delete. Donc dans la fonction delete, il suffit juste de changer la table pour mettre catégorie. Ici, on met juste catégorie. Et ensuite, on fait un delete en fonction de l'ID qu'on récupère et on redirige vers le listing.
Donc le listing ici, ça serait admin point d'interrogation, admin, p égale categories.index. Voilà. Et je supprime ma nouvelle catégorie. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, vous voyez clairement en termes de productivité à quel point c'est très très rapide. J'ai créé un système pour administrer mes catégories qui fonctionne en même pas 5 minutes parce que j'avais mes classes qui sont bien organisées, j'ai déjà ma structure de code et ça me demande très très peu de modifications. Ensuite, évidemment, je peux rendre des trucs un petit peu plus particuliers suivant les cas, changer des éléments de formulaire, mais vous voyez que le code est très très rapide à générer. Donc c'est le gros avantage d'avoir fait un gros nettoyage au niveau de nos classes et d'avoir bien organisé. Vous voyez qu'on s'en sort très très rapidement. Du coup, ce que je vous propose pour continuer, c'est de recontinuer sur les design patterns un petit peu plus avancés. Là, je pense qu'on a fait vraiment le tour de l'application que l'on peut faire de la programmation orientée objet. Il y a toujours évidemment matière à évoluer et à améliorer, mais là, ça va vraiment dépendre des cas et de ce que vous avez besoin de faire. Mais je pense que vous avez ici une bonne architecture pour commencer un projet et évidemment créer vos propres classes et améliorer le système. Donc je peux vous donner quelques pistes si vous n'êtes pas forcément inspiré, mais par exemple créer un système qui permette de valider les données, un petit validateur, ça peut être intéressant. Si vous avez envie de pousser encore un petit peu plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est continuer dans le prochain chapitre où nous allons parler des design patterns avancés. Donc ça sera des design patterns qui seront un petit peu plus compliqués que ceux que l'on a déjà vus, mais qui, vous allez le voir, vont vous permettre vraiment de gagner encore plus de temps. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain.